Ma famille a séché ma remise de diplôme, puis a exigé 8 000 $ pour le mariage de rêve de ma sœur. Alors, j'ai souri poliment. J'ai arrêté leur mensualité de 10 000 $ pour leurs frais médicaux, que je versais depuis 5 ans, et je les ai vus paniquer à l'arrivée des factures d'hôpital. Bienvenue à nouveau, chers auditeurs. Avant de commencer, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous suivez. Nous sommes ravis de voir cette communauté grandir à travers le monde. Je me souviens, en toque et en robe de cérémonie, mon téléphone à la main, vérifiant pour la 100e fois si quelqu'un m'avait envoyé un message. Rien. Ma cérémonie de remise des diplômes commençait dans 45 minutes et toute ma famille m'avait ignoré. Pas une seule réponse. Pas un « on est en retard » ou « félicitations, ma chérie ». Juste le silence. Mes mains tremblaient en traversant la scène. Quand ils ont prononcé mon nom, baccalauréat en sciences infirmières, les applaudissements sonnèrent creux. J'aurais dû voir les larmes de fierté de ma mère, le large sourire de mon père, ma petite sœur Alison sauter de joie. Au lieu de cela, je n'ai vu que des sièges vides à leur place. Plus tard dans la soirée, j'ai enfin reçu un appel. La voix de ma mère était précipitée, presque agacée. « Ma chérie, je suis vraiment désolée. Les médicaments de ton papa pour la tension sont épuisés et nous avons dû régler un problème à l'hôpital. » Alison avait un récital de danse qu'elle ne pouvait pas manquer. On est si fiers, pourtant. Fiers. Il n'était même pas là. J'ai senti quelque chose se briser en moi cette nuit-là. Quelque chose que je n'ai réalisé comme brisé que bien plus tard. Ce que j'ignorais, c'est que dans exactement 3 semaines, ma mère rappellerait, sur un ton complètement différent. Cet appel allait tout changer. Il allait me contraindre à prendre la décision la plus difficile de ma vie. Il allait déchirer ma famille d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mais je m'emballe. Il faut que tu comprennes qui j'étais avant cet appel. Il faut que tu comprennes quel genre de personne j'étais. Celle qui sacrifiait tout sans rien demander en retour. Celle qui aimait sa famille si fort qu'elle ne se rendait même pas compte qu'on abusait de cet amour. Cette personne, c'était moi, et elle était sur le point de disparaître à jamais. Tout ce que je vais vous raconter est vrai. Chaque dollar, chaque trahison, chaque instant de souffrance, tout cela s'est réellement produit. Et quand vous saurez ce qu'ils ont fait, vous comprendrez pourquoi j'ai agi ainsi. Avant d'entrer à l'école d'infirmière, je cumulais 3 emplois. Pendant que mes parents dépensaient leur argent en luxe, je nettoyais des immeubles de bureaux la nuit, travaillais dans le commerce de détail la journée et servais dans un restaurant le week-end. Mon père, Dominique, souffrait de problèmes de dos qui l'empêchaient de travailler à temps plein. Mais il trouvait le moyen de jouer au basket tous les week-ends avec ses amis. Ma mère, non, prétendait que son anxiété l'empêchait de travailler. Pourtant, elle semblait parfaitement à l'aise lorsqu'elle faisait les courses ou bavardait avec ses amis. Ma sœur, Alison, de 4 ans ma cadette, devait simplement se débrouiller seule dans la vie, grâce aux efforts des autres. À 18 ans, j'ai emménagé dans un petit studio avec 2 colocataires. J'étais déterminée à devenir infirmière malgré tout. Durant ma première année d'école d'infirmière, mon père a fait un léger AVC. Léger. Mais ma famille a réagi comme s'il était en train de mourir. Du jour au lendemain, leurs problèmes financiers sont devenus ma responsabilité. J'ai commencé par payer leurs primes d'assurance, puis les factures d'hôpital, puis leur loyer quand ils ont eu des retards, puis leurs courses. Mes prêts étudiants s'accumulaient tandis que leur gratitude diminuait. « Tu as tellement de chance de pouvoir les aider », me disait ma mère. Comme si mon sacrifice était une volonté divine. Comme si j'avais fait un choix. Comme si je n'étais pas déjà criblée de dettes, à peine capable de payer le minimum sur tout, sauf leurs frais médicaux. Je me souviens d'une nuit, assise dans ma voiture pendant ma pause, à pleurer à chaudes larmes, au point d'avoir du mal à respirer. Ma meilleure amie, Diamande, m'a trouvée là. Elle n'a rien dit. Elle est juste restée assise à mes côtés. Plus tard, elle m'a dit, « Ma pauvre, tu donnes tout ce que tu n'as pas. » Je ne l'ai pas écoutée. J'aurais dû. C'était le premier vrai signal d'alarme que j'ai ignoré. Mais il y en aurait d'autres. Tellement d'autres. Au moment de l'obtention de mon diplôme d'infirmière, j'avais déjà versé environ 38 000 $ pour les seuls frais médicaux de ma famille. Ma propre dette étudiante s'élevait à près de 60 000 $. 3 semaines après ma remise de diplôme, ma mère m'a appelée. Sa voix était différente cette fois-ci, excitée, presque paniquée. « Ma chérie, il faut qu'on parle de quelque chose d'important. Ta sœur se marie. »
Alison avait 22 ans et sortait avec Devon depuis exactement 8 mois. 8 mois. Et pourtant, c'était la priorité absolue de la famille. On pense à cet été, poursuivit ma mère, à peine capable de respirer. Le mariage dont on a toujours rêvé. Rien de trop grandiose, juste la famille proche et les amis intimes. Je posai la question qui brûlait les lèvres, on parle de combien? Sa réponse me glaça le sang, environ 30 000 $ au total. Mais on pensait que tu pourrais nous aider. On sait que tu gagnes bien ta vie comme infirmière. Vraiment bien. Moi, je gagnais 42 000 $ par an avant impôt. Je payais encore leurs factures médicales tous les mois. 10 000 $ par mois pendant 5 ans. Maman, dis-je prudemment, je continue de contribuer à tes frais médicaux. Je n'ai pas les moyens de payer ça. J'entendais l'hésitation dans ma voix. Je commençais déjà à me sentir coupable, cette vieille culpabilité familière, ancrée en moi depuis l'enfance. Culpabilité de ne pas pouvoir tout faire. Culpabilité d'avoir des limites. Culpabilité d'exister. Elle soupira théâtralement. Bon, ton père et moi pouvons contribuer. Et Alison a mis de l'argent de côté. Mais ma chérie, tu es sa sœur. La famille s'entraide. Il nous faut au moins 8 000 $ de votre part d'ici juin. C'était dans 3 mois. 3 mois pour trouver 8 000 $ tout en payant le loyer, les prêts étudiants et les factures médicales. Je me souviens, debout dans mon appartement, le téléphone collé à l'oreille, sentant quelque chose changer en moi. Début. C'était insignifiant, une simple fissure dans mes fondations, mais elle allait grandir, d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas dit oui, mais je n'ai pas dit non non plus. J'ai dit que j'y réfléchirais. Ce fut ma première erreur. Cette hésitation allait me hanter, car parfois, ne pas dire non équivaut à dire oui. Et ma famille comprenait parfaitement ce langage. Les appels ont commencé à arriver. Ma mère, mon père, Alison elle-même, sanglotait, disant que c'était sa seule chance de se sentir comme une princesse et que je ne voulais pas qu'elle soit heureuse. Ma tante a commencé à appeler mes cousins. Chacun avait un avis sur ce que je devais faire. Le destin était déjà tracé. J'étais celle qui avait réussi, l'infirmière, celle qui avait réussi. Par conséquent, j'avais la responsabilité d'entraîner ma famille dans ma réussite. L'approche de mon père était différente. Il m'a appelé au travail, chose rare chez lui. Sa voix était faible. Il savait mieux que quiconque se servir de son état de santé comme d'un moyen de pression. Ta sœur en a besoin, a-t-il dit doucement. Après tout ce que notre famille a traversé, on mérite bien un beau moment, non? Tout ce qu'on a enduré. J'avais envie de hurler. C'était moi qui traversais des moments difficiles. C'était moi qui faisais des sacrifices. Mais au lieu de ça, j'ai dit, papa, laisse-moi voir ce que je peux faire. C'était ma deuxième erreur. J'ai commencé à faire des calculs de façon obsessionnelle. 8 000 $. Je pourrais peut-être y arriver en faisant des heures supplémentaires. En ne payant pas mon assurance auto pendant 2 mois. Risqué, mais possible. En ne mangeant pas au restaurant. Si je ne m'achetais rien pendant les 12 prochaines semaines. Si je continuais à sombrer lentement au lieu de rapidement. Le calcul n'avait de sens que si j'acceptais que ma propre stabilité financière n'ait aucune importance. Alison m'a appelé autrement. Elle était gentille, ce qui, paradoxalement, rendait la situation encore pire. Grande sœur, tu n'es pas obligée de nous donner la totalité. Même 3 000 ou 4 000 € suffiraient énormément. Et honnêtement, ta présence à mon mariage est ce qui compte le plus. Savoir que tu crois en moi et en Devon. Tout cela n'était que mensonges enrobés de belles paroles. Elle se fichait de ma présence. Lui, il ne s'intéressait qu'à mon argent. Et le pire, c'est que je le savais au fond de moi. J'en étais absolument certaine. Mais j'étais tellement conditionnée à être celle qui aidait, celle qui résolvait tous les problèmes, celle qui faisait en sorte que la vie des autres se déroule sans accroc, que je ne pouvais pas imaginer dire non. Le point de rupture est survenu un mardi soir d'avril. Je faisais un double quart de travail à l'hôpital. 12 heures à aider les gens, à régler des problèmes, à sauver des vies. J'étais épuisée. J'avais mal aux pieds. J'avais un mal de dos terrible. J'avais commis une erreur de médication ce matin-là, heureusement repérée par un superviseur avant qu'elle n'atteigne un patient. J'en tremblais encore. J'avais besoin de rentrer chez moi et de dormir pendant environ 17 heures. Au lieu de cela, en arrivant à mon appartement,
j'ai trouvé ma mère et Allison assises sur le perron. Assises là sans prévenir, sans appeler. Elles avaient utilisé un double des clés que je leur avais donné il y a des années, uniquement pour les urgences. Allison tenait un iPad et me montrait des modèles de robes de mariée. Ma mère tenait une pile de papiers imprimés. Contrat de location de salle, menu de traiteur, devis de photographe. Nous sommes venus t'aider à organiser ta contribution, annonça-t-elle gaiement, comme s'il s'agissait d'un cadeau, comme si me faire une surprise chez moi était un service que je pouvais rendre. Je restais là, en blouse médicale encore légèrement tachée de fluide corporel. Je suis à bout. Maman, je n'ai pas la force pour ça maintenant. Je viens de faire un service de 12 heures. J'ai besoin de dormir. Je l'ai dit poliment. Je l'ai dit raisonnablement. J'ai même esquissé un sourire, pour ne pas paraître impoli. Le visage d'Allison s'est transformé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Waouh! Alors, mon mariage ne t'intéresse pas? Compris. Et la manipulation était tellement flagrante, tellement évidente, que pendant un instant, je n'ai même pas pu la comprendre. Elle pleurait littéralement parce que je refusais d'organiser son mariage après une double journée de travail. Elle faisait passer ma fatigue pour sa déception. Ma mère a posé une main réconfortante sur le dos d'Allison. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ta sœur a juste besoin de temps pour s'y faire. Elle finira par comprendre. Puis elle m'a regardée avec une expression de déception et d'attente. Elle pensait que c'était moi le problème. Comme si mon refus de faire immédiatement plus de sacrifices était un défaut de caractère. Et c'est là que quelque chose en moi a craqué. Pas violemment, mais doucement, définitivement. Comme un os qui se casse et se remet mal. Plus jamais tout à fait pareil. J'ai regardé ma mère, cette femme qui n'était jamais venue à ma remise de diplôme, qui m'avait élevée en me faisant croire que ma seule valeur résidait dans ce que je pouvais faire pour les autres, et qui était maintenant assise chez moi, la main sur le dos de ma sœur, confortant ainsi sa conviction que la manipulation fonctionne. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant envers elle. De la colère, cristalline. Sortez de mon appartement, ai-je dit doucement. Ils m'ont dévisagé. Je ne leur avais jamais parlé ainsi. Je ne dis pas ça méchamment. C'est un fait. Sortez maintenant. Excusez-moi. Ma mère s'est levée, offensée. Vous m'avez bien entendu. Je me suis dirigée vers la porte et l'ai ouverte. On pourra en parler demain après ma nuit, mais pour l'instant, il faut que vous partiez. Ils sont partis, choqués et furieux. Allison pleurait vraiment. De vraies larmes, pas des larmes simulées. Mais je m'en fichais. Enfin, si, je m'en souciais. Mais je commençais enfin à prendre soin de moi. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Alors, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. J'ai dressé un tableau. 5 ans de facture médicale, 120 mois à 10 000 $, soit 1 200 000 $. J'avais donné à ma famille 1,2 million de dollars en 5 ans, sans compter les paiements précédents. Sans compter le fardeau émotionnel, sans compter les nuits passées à pleurer dans ma voiture. J'ai fixé ce chiffre jusqu'au lever du soleil. Le lendemain matin, j'ai appelé ma mère. J'étais calme, lucide, préparée. Je dois savoir comment va papa, ai-je dit. Est-ce qu'il voit toujours son cardiologue régulièrement? Son état est-il vraiment aussi grave qu'il n'y paraît? Il y a eu un silence. Pourquoi me poses-tu cette question? Ma mère était sur la défensive. Parce que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. Je paie 10 000 $ par mois depuis 5 ans. C'est une somme considérable, maman. Je dois savoir que c'est vraiment nécessaire. Un autre silence. Eh bien, oui. Ton père a besoin de ses médicaments. Les médecins disent que s'il oublie des doses, il pourrait faire un autre AVC, ou pire. Et puis, il y a les hospitalisations. C'est nécessaire? Bien sûr que oui, Amelia. Son ton avait viré à l'exaspération, comme si j'étais ridicule. Tu te demandes sérieusement si ton propre père a besoin de soins médicaux? Je ne me posais pas la question, mais je me demandais si ma famille avait jamais vraiment compris le sacrifice que je faisais. Je me demandais s'ils me considéraient comme une personne ou comme un distributeur automatique de billets ambulants. Je me demandais si cet arrangement avait jamais été motivé par un besoin réel ou simplement par la commodité. J'ai besoin de connaître le montant exact dont j'ai besoin chaque mois. J'ai dit, je veux voir des relevés médicaux.
Je veux comprendre ce qui se passe réellement au lieu de simplement donner de l'argent tous les mois. Et Amelia, ça me blesse beaucoup. On est ta famille. Tu ne nous fais pas confiance? Confiance. Le mot planait entre nous. Leur faisais-je confiance? Non, plus maintenant. Pas après qu'ils aient séché ma remise de diplôme. Pas après m'avoir agressé chez moi. Pas après m'avoir culpabilisé pour une simple fatigue. Pas après. Je te rappelle, dis-je avant de raccrocher. Ce soir-là, j'ai reçu 3 SMS. Ma mère, il faut qu'on parle de respect. Mon père, ton attitude me blesse. Allison, tu gâches tout pour tout le monde. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Personne n'a admis que, peut-être, je méritais aussi d'être traité avec respect. Personne n'a envisagé que leur déception à mon égard était peut-être insignifiante comparée à mon épuisement à les soutenir. C'est alors que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je n'étais pas confrontée à un simple conflit familial passager. J'étais victime d'un système de manipulation émotionnelle et d'exploitation financière qui durait depuis des décennies. Et j'y avais participé de mon plein gré. J'ai fait quelque chose qui aurait paru paranoïaque à la plupart des gens, mais qui me semblait absolument nécessaire. J'ai commencé à me renseigner sur la situation financière réelle de ma famille. J'ai appelé le service de facturation de l'hôpital. J'ai expliqué que j'étais un membre de la famille aidant à régler les frais et que j'avais besoin de comprendre les coûts. Ils n'ont pas voulu me donner d'informations détaillées, invoquant les lois sur la confidentialité, mais ils ont confirmé que mon père avait bien des besoins légitimes en soins médicaux continus. J'ai ensuite contacté le cabinet de son cardiologue. C'est la même chose. Il avait besoin d'un suivi régulier. Son état était réel. Au moins, il ne mentait pas là-dessus. Mais le montant, $10 000 exactement chaque mois. C'est louche. Personne ne paie exactement $10 000 de frais médicaux par mois pendant 5 années consécutives. J'ai engagé un comptable nommé Thomas, un ami de mon ami Diamonde. Je lui ai donné accès à mes relevés bancaires et lui ai demandé de m'aider à comprendre ce qui se passait. Il a passé 2 semaines à examiner les paiements. Quand il m'a rappelé, sa voix était prudente, comme celle qu'on prend avant d'annoncer une mauvaise nouvelle. Amelia, m'a-t-il dit, les paiements sont bien réels. Ils sont destinés à l'hôpital et aux prestataires de soins. Mais il y a autre chose. D'après mes recherches, l'assurance de votre père devrait couvrir environ 70% de ses frais. Les 30% restants pourraient généralement être pris en charge par le revenu familial, à condition que la famille gère son budget avec rigueur. Que voulez-vous dire? Ai-je demandé, même si je pensais déjà le savoir. Je veux dire que si vos parents faisaient des choix raisonnables, ils n'auraient pas besoin de $10 000 par mois de votre part. Ils choisissent de vous décharger entièrement de leurs responsabilités financières au lieu de contribuer eux-mêmes. Ils pourraient participer aux frais. Ils pourraient travailler davantage. Votre mère pourrait avoir un emploi. Mais c'est plus simple de vous laisser tout supporter. Voilà la vérité que j'avais esquivée. Ils n'étaient pas dans le besoin. Ils étaient fainéants, profitant de ma situation pour me ruiner, car je les laissais faire. Le mariage d'Allison était prévu pour le 22 juin. Nous étions mi-mai. La pression était devenue insupportable. Ma mère m'envoyait des SMS pour me fixer des dates d'essayage de robes. Allison m'appelait en pleurs à propos des centres de table. Mon père me demandait quand j'allais lui apporter mon chèque de contribution. Les invitations de mariage étaient déjà parties. La mienne était adressée à Amelia et à un invité, comme si j'étais une simple accompagnatrice au mariage de ma propre sœur, et non le membre de la famille censément indispensable à son organisation. J'ai décidé d'avoir une dernière conversation avec eux tous. J'ai convoqué une réunion de famille. Mon père était sceptique. Une réunion de famille? De quoi s'agit-il? Mais il a fini par accepter. Nous nous sommes retrouvés chez mes parents un dimanche après-midi, un endroit que j'évitais car j'avais toujours l'impression d'y tomber dans un piège. Ma mère avait préparé du poulet frit et du pain de maïs, ce qui, à sa manière, me semblait manipulateur, comme si elle pouvait me flatter avec de la nourriture réconfortante, comme si elle pouvait me faire oublier ma colère légitime en jouant sur la nostalgie. Allison faisait défiler son tableau Pinterest de mariage, complètement inconsciente que tout allait basculer. Il faut que je te parle. Ai-je commencé prudemment. Je vous aime tous. Je voulais que vous le sachiez avant tout, mais je ne peux plus continuer comme ça. Et faire quoi? Demanda ma mère,
même si son visage laissait deviner qu'elle le savait déjà. Tout payé. Les frais médicaux de papa. Le mariage d'Alison. Te faire vivre pendant que je me noie. Tu ne te noies pas, rétorqua mon père sèchement. Tu es infirmière. Tu gagnes bien ta vie. Une vie que je dépense entièrement pour toi, répondis-je. J'ai 60 000 $ de prêts étudiants. Je n'ai pas pris de vacances depuis la fac. Je n'ai pas d'économie. Un imprévu et c'est la ruine assurée. Et pendant ce temps-là, Alison a droit au mariage de ses rêves et j'ai raté ma propre remise de diplôme parce que tu n'as même pas daigné venir. Le visage d'Alison s'est décomposé. C'est injuste. Ta remise de diplôme et mon mariage, c'est complètement différent, non? Parce que dans les deux cas, ma famille est là pour me célébrer. Tu l'as fait pour toi. Pas pour moi. La voix de ma mère prit ce ton tranchant et menaçant qu'elle avait quand elle s'apprêtait à utiliser ses émotions comme une arme. Après tout ce qu'on a fait pour toi, on t'a élevé. On t'a nourri. On t'a offert un toit et tu nous le jettes au visage. Tu n'as fait que le strict minimum légal, ai-je dit. Ma voix était désormais assurée. J'étais certaine que tu n'avais rien fait de plus. Tu as fait ce que des parents sont censés faire et tu t'attendais à ce que je te le rende éternellement en sacrifiant mon propre avenir. Ce n'est pas comme ça que fonctionne une famille. Alors, tu ne participes pas aux préparatifs du mariage? Demanda Alison. Ce n'était pas une question. Non, répondis-je. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mon père était devenu rouge comme une tomate. Ma mère me fixait comme si j'étais une étrangère. Alison pleurait. De vraies larmes, pas des larmes de manipulation, mais de véritables larmes de déception. Je crois que tu devrais partir, dit doucement ma mère. Je suis partie. Et tandis que je m'éloignais de cette maison, je me sentais plus légère que depuis des années. Pendant exactement 2 semaines, je n'ai rien fait. Je n'ai pas répondu aux appels. Je n'ai pas lu les messages. Je n'ai eu aucun contact avec ma famille. J'ai simplement vécu dans l'espace de ma décision. J'ai avoué à Diamond ce que j'avais fait et j'attendais qu'elle me dise que j'étais égoïste. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle m'a préparé une tisane à la camomille et a dit « Enfin !» C'est ma famille, disais-je chaque semaine. Ce sont des gens qui t'ont élevé en te faisant croire que ta valeur réside dans ce que tu fais pour les autres, a corrigé Diamond. Ce n'est pas de la famille. C'est un piège. Le 15e jour, mon père a eu un autre problème de santé. Cette fois, c'était sérieux. Une brève hospitalisation, des examens, un nouvel ajustement de son traitement. Ma mère m'a appelée, paniquée. Amélia, ton père est à l'hôpital. Il a besoin de toi. Tout en moi voulait courir, être là, arranger les choses. Mais je me suis retenue. J'ai posé la question que j'aurais dû me poser il y a des années. Est-ce qu'il demande pour moi ou est-ce que tu demandes mon argent? Un long silence s'ensuivit. Alors il demande pour toi. C'était peut-être vrai. Peut-être pas. Mais de toute façon, j'en avais assez. J'en avais assez d'être la solution. J'en avais assez de payer pour la vie des autres. J'en avais assez de sacrifier mon avenir pour des gens qui n'avaient rien sacrifié pour le mien. Cet après-midi-là, j'ai appelé ma banque et j'ai pris une décision qui allait tout changer. J'ai interrompu les prélèvements automatiques mensuels pour mes factures médicales. J'ai rédigé un dernier message à ma famille pour leur expliquer qu'à compter de ce jour, je ne les soutiendrai plus financièrement, d'aucune manière. J'ai tout documenté. Chaque paiement, chaque sacrifice, chaque instant, tout cela m'avait été servi. Puis j'ai cliqué sur « Envoyer ». Ma mère a appelé quelques minutes plus tard. « Que as-tu fait ?» a-t-elle hurlé. « On ne pourra pas payer les frais médicaux de ton père. On n'a pas les moyens. Comment as-tu pu faire ça ?»« C'est moi qui ai fait ça », ai-je répondu calmement. « Parce que je n'ai pas les moyens non plus. Je suis criblée de dettes. Je suis épuisée. J'ai 26 ans et je n'ai rien construit pour moi, car j'ai construit la vie des autres. Ça suffit maintenant. Tu vas laisser ton propre père mourir par orgueil ?» Elle a dit « Non », ai-je répondu. Je vais laisser mon père faire ses propres choix concernant sa vie, tout comme je fais les miens. Si ces soins médicaux sont aussi essentiels que tu le prétends, tu trouveras une solution. Pour le travail, tu demanderas de l'aide. Tu feras quelque chose, mais rien de tout ça tant que je te laisserai ne rien faire. J'ai raccroché.
Puis j'ai éteint mon téléphone pendant une journée entière. Quand je l'ai rallumé, il y avait 47 appels manqués et 93 SMS. La situation avait radicalement changé. Mes tantes me traitaient d'égoïste. Mes cousins avaient entendu dire que j'avais abandonné la famille au moment où elle avait besoin de moi. L'état de santé de mon père était désormais, d'une certaine manière, de ma faute, comme si mon refus de me ruiner avait provoqué sa maladie cardiaque. Un message de mon oncle m'a particulièrement marqué. Tu te crois supérieur à nous maintenant que tu as ton diplôme. Tu as oublié d'où tu viens. Je n'avais pas oublié. Je me souvenais de chaque instant. Je me souvenais des sacrifices. Je me souvenais des nuits où j'avais pleuré. Je me souvenais d'avoir manqué ma propre remise de diplôme parce que personne n'était venu. Je me souvenais de tout. C'était précisément pour ça que j'avais arrêté. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des personnes extérieures à ma famille ont commencé à me contacter. Des collègues de l'hôpital, des amis rencontrés à l'école d'infirmière. Des personnes qui avaient vu ma situation financière catastrophique se transformer peu à peu en stabilité. Ils me disaient des choses comme « Tu rayonnes ces derniers temps. Qu'est-ce qui a changé ?» Quand je leur ai dit, ils ne m'ont pas jugé. Ils m'ont soutenu. Ils m'ont raconté des histoires de leur propre famille qui avaient utilisé les mêmes stratagèmes. Ils m'ont dit que j'étais courageuse. Diamonde m'a emmenée à une fête d'indépendance. Juste elle, moi et 2 autres amis qu'elle avait invités. Nous avons fêté le fait que, enfin, je me choisissais moi-même. Puis vint l'appel de ma mère qui changea tout à nouveau. Sa voix était différente. Brisée. Amélia, il faut que je te dise quelque chose. L'assurance maladie de ton père refuse les remboursements parce qu'on n'a pas payé nos cotisations depuis des mois. L'hôpital menace de faire appel à une agence de recouvrement. On a peur. Pour la première fois, elle semblait vraiment effrayée. Et non plus manipulatrice. Elle avait l'air de quelqu'un qui s'était habitué à un système illusoire et qui en prenait soudainement conscience des conséquences. Elle avait l'air de quelqu'un confronté à la réalité, où l'argent compte et où personne d'autre ne peut tout régler. « Que me voulez-vous » ai-je demandé. « Je veux récupérer ma fille » a-t-elle répondu. « Je veux savoir que vous nous aimez encore. » C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. J'aurais pu cesser de payer leurs factures. J'aurais pu poser des limites. J'aurais pu refuser de cautionner leurs problèmes, mais je n'aurais pas pu leur faire comprendre pourquoi j'agissais ainsi. Je n'aurais pas pu leur faire comprendre que j'agissais par amour, et non par cruauté. Je n'aurais pas pu leur faire comprendre. Le mariage d'Alison a eu lieu le 22 juin, sans moi. Mes parents étaient présents. Mon père portait un costume gris et ma mère une robe bleue qu'elle avait sans doute gardée pour cette occasion. Ils ont posé pour les photos. Ils ont porté un toast. Ils ont joué le rôle de parents fiers pour leur cadette. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est payer le mariage. La facture finale s'est élevée à 32 000 $. Et la famille d'Alison et Devon a réussi à réunir la somme nécessaire pour que tout se réalise. J'ai appris par un ami commun que mes parents avaient en réalité contribué à hauteur de 1 000 $, soit environ 3% du coût total. Ces mêmes parents qui me culpabilisent de ne pas avoir contribué à hauteur de 8 000 $. Ces mêmes parents qui ont agi comme si ce mariage était si essentiel que je devais sacrifier mon avenir financier. Au final, ils n'ont quasiment rien donné. Mais voici ce qui s'est réellement passé à ce mariage. Mon père a eu un autre malaise en plein milieu de la réception. Rien de grave, mais suffisamment sérieux pour qu'ils aient dû partir plus tôt pour aller à l'hôpital. Et devinez qui ne m'a pas appelé à la rescousse ? Devinez qui ne s'attendait pas à ce que je laisse tout tomber. Devinez qui a enfin peut-être commencé à comprendre que je ne suis pas leur solution de secours personnel. Je l'ai appris par Alison, qui m'a envoyé un texto le lendemain pour prendre de mes nouvelles. Sa question m'a tellement surprise que je l'ai appelée. « Salut » ai-je dit, un peu perdue. « Salut » a-t-elle répondu. « Alors je suis désolée. » Je ne m'attendais pas à des excuses. Je m'attendais à plus de manipulation, plus de culpabilité, plus de pression. Pourquoi ? Pour tout point, pour avoir fait de mon mariage une affaire d'argent. Pour ne pas être venu à ta remise de diplôme. Pour t'avoir traité comme une banque plutôt que comme ma sœur. Je parlais à Devon de ce qui s'était passé entre nous, et il m'a dit « Ta sœur a payé pour la vie de tes parents, et tu es furieuse qu'elle ne veuille pas payer ton mariage. » Et j'ai réalisé qu'il avait raison. J'ai été horrible. J'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré parce qu'Alison, ma petite sœur,
celle que je croyais complètement perdue sous l'emprise de la manipulation familiale, avait enfin réfléchi, avait enfin mûri. « Je t'aime », a-t-elle dit. Même si je cherche encore la meilleure façon de le montrer. « Moi aussi, je t'aime », ai-je répondu. Mais voilà, ce moment n'a pas effacé tout le reste. L'évolution d'Alison et ses excuses sincères étaient importantes. Mais mes parents n'avaient toujours pas accepté ce que j'avais fait. Ils n'avaient toujours pas compris que je n'avais pas cessé de payer leurs factures par vengeance. J'avais cessé par nécessité, pour survivre, et ils n'avaient toujours pas assumé leur part de responsabilité dans cette situation. 3 mois après l'arrêt des paiements, la dette médicale de mes parents a été confiée à un service de recouvrement. Mon père a alors pris ses soins de santé plus au sérieux et a repris un travail à temps partiel. Il s'est avéré que ses problèmes de dos n'étaient pas aussi invalidants qu'il le prétendait lorsqu'il n'avait personne pour le soigner. Ma mère a trouvé un emploi dans un cabinet médical où son assurance maladie couvre la plupart de ses soins. Comme quoi, la nécessité peut engendrer la créativité. Ils ne m'ont pas appelé pour s'excuser. Ils n'ont pas cherché à s'expliquer ni à apaiser les tensions. C'est mon oncle qui a appelé à leur place. Ta mère tient à ce que tu saches qu'elle est déçue de ta façon d'avoir géré la situation. Tu as compliqué la vie de tout le monde. Je n'ai pas participé à cette conversation. J'ai simplement dit, je suis contente qu'ils trouvent leur propre voie. Et j'ai raccroché. Mais la suite fut inattendue. Une assistante sociale de l'hôpital où je travaille m'a contactée. Elle avait été affectée à un patient, un homme âgé souffrant d'une maladie cardiaque, qui m'a immédiatement rappelé quelqu'un. C'était le médecin de mon père. Et il avait mentionné quelque chose en passant que l'assistante sociale a jugé bon de me signaler. Votre père est venu pour un bilan de santé hier, m'a-t-elle dit. Et il a confié à son médecin qu'il réfléchissait beaucoup à sa relation avec sa fille. Il m'a dit que sa fille avait dû poser des limites parce que sa famille profitait d'elle. Et il comprend enfin que ces limites lui ont sauvé la vie. Il est vraiment fier de toi, même s'il ne sait pas comment l'exprimer. Je me suis retrouvée dans la salle de repos de l'hôpital où je travaillais, où j'avais passé 5 ans à subvenir aux besoins de ma famille, et j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, pas des larmes de colère, juste un soulagement immense. Mon père avait enfin compris. Il a fallu que je frôle la mort pour qu'il comprenne que mon sacrifice n'était pas désintéressé, mais autodestructeur. Et qu'en arrêtant les versements, je nous avais en réalité sauvés tous les deux. 1 an après l'arrêt des paiements, ma famille s'adapte encore. Ma mère et moi entretenons une relation fragile et prudente. Nous nous voyons environ 1 fois par mois, et ces visites sont agréables, mais notre relation reste fragile. Mon père et moi n'avons eu qu'une seule conversation sincère où il a reconnu sa part de responsabilité. Il a dit « J'ai abusé de ton amour, et je suis désolé ». Ce n'étaient pas des excuses parfaites, mais elles étaient sincères. Alison et moi avons reconstruit notre relation de façon plus saine. Elle a commencé une thérapie. Elle apprend à respecter ses limites. Elle devient une personne avec qui j'ai réellement envie de passer du temps, et non plus une personne que je suis obligée de soutenir. Mais voici ce que vous devez savoir sur ce choix que j'ai fait, celui d'arrêter de payer pour poser des limites et laisser ma famille assumer les conséquences de ses propres choix. Ce fut la décision la plus difficile de ma vie. Et cela n'a pas tout résolu. Par magie, ma famille ne me considère pas comme une personne et non plus comme une ressource. Cela n'a pas fait disparaître la culpabilité qui me taraude encore parfois tard le soir. Cela ne m'a pas rendue amère, mais cela m'a appris la prudence. Je suis devenue sélective quant aux personnes qui ont accès à mes ressources émotionnelles et financières. J'ai 27 ans maintenant. Je suis toujours infirmière. Je me soucie toujours profondément des autres, mais j'ai appris que la compassion sans limite devient complicité. J'ai appris que le sacrifice de soi n'est pas vertueux s'il implique de s'autodétruire. J'ai appris que la famille est un privilège qu'il faut préserver, et non une dette à rembourser. Ma situation financière s'est stabilisée. Je rembourse mes prêts étudiants. J'ai ouvert un compte d'épargne. Je suis partie en vacances pour la première fois en 5 ans. Je construis enfin la vie que j'aurais dû construire depuis toujours. Non pas pour ma famille, mais pour moi. Le plus dur, ce n'est même pas ce qui est arrivé à ma famille. C'est de savoir que des gens qui suivent mon histoire sont dans la même situation. Des gens qui s'enfoncent financièrement parce qu'ils croient que l'amour exige de l'autodestruction. Des personnes qui ratent leur propre remise de diplôme, au sens propre comme au figuré, parce qu'elles sont trop occupées à réparer les erreurs des autres. Des personnes qui disent oui à des choses auxquelles elles devraient dire non,
car elles ignorent même qu'elles en ont le droit. Si c'est votre cas, sachez une chose. Vous avez le droit de choisir. Poser des limites n'est pas de l'égoïsme. Vos besoins comptent. Votre vie a une valeur qui dépasse ce que vous pouvez faire pour les autres. Et parfois, le plus grand geste d'amour que vous puissiez faire pour votre famille est de refuser de les encourager davantage. Parfois, dire non, c'est avant tout se protéger soi-même. Voici mon histoire et je suis enfin en paix avec la façon dont elle s'est terminée.